Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous partage mes impressions suite à la publication des résultats semestriels de Téléperformance. La question que tout le monde se pose ici, est-ce qu'il s'agit d'une opportunité pour entrer sur cette entreprise ou au contraire d'une value trap? C'est une boîte qui corrige depuis plus d'un an, qui a fortement baissé, alors que c'était une des stars du CAC 40. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je suis un simple investisseur particulier qui s'intéresse à l'investissement boursier. Donc la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Je vous partage très simplement mon journal intime d'investisseur particulier. Donc la question ici, c'est la value trap. Donc la value trap, c'est un piège classique en investissement. Ça suppose une approche value, donc par définition contrariante, parce qu'on part du principe que le marché est non efficient et donc qu'on va avoir raison sur l'ensemble du marché, voire de la valeur où le marché presserait mal cette entreprise. C'est quand même, je pense, un point de départ important quand on fait du stock picking, parce que ça part du principe que le marché n'est pas totalement tout le temps efficient et donc on va pouvoir générer de l'alpha. Sinon, évidemment, et en tout cas c'est ce que prône l'evidence-based investment, c'est à ce moment-là il vaut mieux faire de l'investissement passif sous ETF. Alors quand on fait ce genre d'investissement d'approche value, on va être pas mal exposé à des biais cognitifs, mais plus particulièrement ici, donc de type conservateur. Donc on va avoir tendance à projeter les résultats ou la trajectoire passée de l'entreprise sur les résultats futurs. On peut avoir tendance à trier les infos qui nous arrangent et éliminer par exemple les infos qui ne nous vont pas dans notre sens. Pareil, il faut se méfier un petit peu des annonces du management qui va avoir tendance à peut-être rester trop longtemps optimiste et qui va avoir du mal à faire face à la nouvelle réalité de son business. Alors, pour essayer de processer un petit peu tout ça, je pense qu'il faut d'abord se pencher sur une analyse de l'entreprise. Donc pour ça, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur cette chaîne où je m'étais pas mal penché sur les chiffres en eux-mêmes. C'est pas le sujet de cette vidéo ici. Je pense qu'il faut comprendre pourquoi le marché corrige aussi fortement sur cette entreprise et comprendre ce qu'il a fait baisser pour Téléperformance, notamment en termes de valorisation. Il faut chercher les catalyseurs qui vont pouvoir inverser cette tendance pour savoir si cela est probable et être présent en tout cas lorsqu'ils surviennent. Ensuite, c'est s'il y a un nouveau scénario d'évolution de l'entreprise, est-ce que c'est déjà dans les cours ou est-ce que c'est exagéré? Et il y a bien évidemment dans ces stratégies très contrariantes quand même une notion de timing. Un élément très important, et je reviendrai un petit peu à la fin de vidéo, c'est d'être très patient et pas de chercher toujours à aller attraper le point le plus bas. Alors, à titre personnel, mes deux dernières grosses lignes, elles étaient assez contrariantes. Alors essentiellement Meta, dont il était la même question il y a un peu plus de 9 mois pour être exact, où l'entreprise avait fortement corrigé, où il y avait un discours très négatif sur l'entreprise avec la concurrence TikTok, des discussions sur l'allocation des cash flows sur le métaverse à pure perte, la décroissance des revenus, etc. Qui remettait en question complètement le business d'une entreprise comme Meta. Et elle avait fortement dévissé en touchant des points bas jusqu'à 90 $. Donc pour ma part, moi je l'ai accompagné dans la baisse. Alors j'ai pas attrapé le point le plus bas évidemment, mais je me suis renforcé sur une ligne en taille que je considérais comme suffisante, donc un peu plus de 2000 € d'investissement. Et donc j'ai un PRI actuel à 164. Et contrairement à Téléperformance hier, les résultats ont été plutôt bien appréciés par le marché. Moi, je suis en plus-value latente de 83% sur cette ligne-là. C'est une de mes plus grosses performances. En tout cas, ça drive mon portefeuille vers le haut. En sachant que par rapport aux points les plus bas, elle a fait 3,5 fois. Alors moi, ça m'inspire quand même quelque chose sur l'efficience des marchés malgré tout. Je comprends bien que la trajectoire n'est pas exactement la même que celle d'il y a 9 mois, notamment sur le discours du métavers, sur les employés qui ont été renvoyés, etc.
mais j'ai du mal à croire à une efficience parfaite des marchés sur une énorme entreprise comme celle-ci, que tout le monde connaît et dont tout Wall Street doit faire les analyses, qu'elle passe de 1 fois à 3 fois sa valeur, alors que fondamentalement, en termes de chiffres, en termes de trajectoire, il n'y a pas eu de renversement complet, ni des chiffres, ni de la stratégie mis en œuvre. Oui, il y a eu des ajustements, oui, il y a eu une amélioration, mais pas, à mon sens, de quoi différencier 3 fois ou 3,5 fois de valorisation. Donc pour moi, à mon petit niveau, ça me fait quand même dire qu'il y a de fortes anomalies de marché qui permettent quand même d'essayer d'aller chercher un peu de surperformance lorsqu'on fait un peu ses devoirs et un peu d'analyse fondamentale et qu'on n'a pas un horizon d'investissement de 6 mois. Alors effectivement, Meta c'est caricatural, elle a rebondi de manière spectaculaire en quelques mois, mais c'était mon scénario initial quand j'ai constitué la ligne. C'est pas une entreprise, tout comme Téléperformance d'ailleurs, bon c'est pas le sujet ici, mais sur lequel c'est pas mes entreprises avec le business model que je trouve le plus sexy ou le plus intéressant, mais à ces niveaux de valorisation je trouvais ça anormal. Pareil pour Alphabet, quand ChatGPT est sorti, c'était en novembre, là je crois. Bon, tout le monde allait utiliser Bing, ils allaient se faire bouffer par Microsoft, etc. Bon, en pratique, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Alors la messe n'est pas finie encore, hein, mais bon, il y a sans doute quand même des surréactions du marché sur des entreprises aussi suivies, aussi grosses, qui sont quand même très importantes. Donc il n'est pas exclu que sur une entreprise comme Téléperformance, on ait aussi une anomalie de marché. Je ne dis pas que c'est le cas, mais en prenant comme un exemple récent Meta, il me semble que c'est pas totalement aberrant qu'il y ait des anomalies de marché régulièrement, notamment quand le storytelling des entreprises change fortement. Et pour ma part, je pense que Téléperformance subit un petit peu un scénario. Alors, c'est pas exactement la même chose. Bien évidemment, je ne compare pas Téléperformance à Meta. Meta ou Alphabet sont des entreprises beaucoup plus solides, plus costauds, etc., qui ont un mode plus élevé. Ça n'a rien à voir. Mais quand on voit le parcours, les niveaux de valorisation d'une entreprise comme Téléperformance, qui n'est pas en soi un business quand même très sexy, et puis qui était étiqueté entre guillemets tech, et puis tout d'un coup qui est valorisé à des niveaux bas, alors qu'elle a quand même un fonds de croissance, des marges très élevées, etc., qu'elle est leader dans son marché, je m'interroge sur un scénario bis. Alors, bon, on passe maintenant un petit peu aux résultats. Donc en termes de chiffre d'affaires, celui-ci est flat. Sur l'année, il est quand même en croissance de 7% hors contrat Covid, parce que c'était une entreprise qui a eu de grosses accélérations pendant la période Covid, et tous ces contrats ont une fin, et donc si on les exclut, on voit quand même qu'elle arrive à croître. Alors c'est à simple chiffre évidemment, mais elle arrive à croître. La marge d'EBITDA sur le chiffre d'affaires est lui aussi en discrète croissance, mais en croissance. Le free cash flow, lui, est en discrète diminution, comme le résultat dilué par action. Bon, en tout cas, ça snack, voire discrètement diminué. Ce qui a choqué le marché, c'est les perspectives pour la croissance 2023, puisqu'on est passé d'une croissance du chiffre d'affaires de 8 à 10% initialement, on compte maintenant plutôt à 6 et 8%, malgré une marge d'EBITDA conservée en croissance. Voilà, un des éléments là, en tout cas hier, à l'annonce des résultats, qui a fait corriger le marché fortement. Bon, sans refaire toute l'analyse fondamentale de l'entreprise, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Je vous rappelle que c'est une entreprise en croissance, qui a une marge nette autour de 10%, qui avait des free cash flow qui avaient fortement grossi ces dernières années, qui a quand même des bons fondamentaux, alors avec un capex sur free cash flow à 35% actuel, un free cash flow conversion supérieur à 1, donc un free cash flow supérieur au résultat net, donc tout ça des éléments élevés. Alors sur le premier semestre, on est un peu plus de 300 millions d'euros, donc on va dire si on le rapporte à l'année, on n'aura peut-être que 600 millions d'euros de free cash flow, donc effectivement une régression, mais qui peut être conjoncturelle.
avec un chiffre d'affaires qui croît aussi moins vite que prévu. Alors ils expliquent ça et ça se comprend assez facilement, le management, sur les effets d'accentuation de l'offshore. Donc finalement ils font les mêmes prestations, mais au lieu de le faire aux États-Unis, ils le font aux Philippines, donc ça fait baisser le chiffre d'affaires. Par contre, ça monte mécaniquement leur marge. C'est pas en soi peut-être la meilleure métrique en termes de chiffre d'affaires, la plus importante. Donc ça va être quand même le résultat opérationnel, à mon sens, qui sera le plus important. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est ce que price le marché, ou en tout cas ce qui pousse le titre à la baisse et ce que valorise le marché. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques. Donc il y a la problématique clairement de l'intelligence artificielle qui remet complètement en cause le business model de cette entreprise, qui est basé sur la relation humaine avec tous ces centres d'appel qui sont là pour sous-traiter les relations clients notamment. Donc il est clair que l'entreprise va devoir faire un pivot technique et le marché n'aime pas du tout cela. Voilà, un des catalyseurs qui pourrait inverser ce vecteur, on va dire, qui pousse le titre vers la baisse, c'est si en sachant que dans son marché elle arrive au contraire à consolider son marché, elle est actuellement leader, et donc si elle arrive à prendre ce pivot plus rapidement que ses concurrents qui sont plus petits, en intégrant cette intelligence artificielle et à prendre le devant dessus, parce que probablement que ça va être un des vecteurs de vente pour ce produit-là. Et derrière, si ça lui permet de faire un levier de profitabilité. Donc ça inverserait complètement effectivement le storytelling de cette entreprise. Alors la grosse menace aussi là que je dis pas, c'est globalement que le fait qu'il y ait ce pivot technologique, il n'est pas sûr que ce soit ces types d'entreprises qui surfent sur l'IA et qui permettent d'en profiter. Il n'est pas exclu que ce soit des gens tech américains qui viennent disrupter le marché de l'extérieur et qui proposent, comme par exemple, je sais pas moi, Salesforce, qui intègre des outils d'intelligence artificielle pour les relations clients et qui viennent donc péter le business de ces entreprises qui étaient basées essentiellement sur des centres d'appel. Donc je pense qu'essentiellement actuellement c'est ce qu'aime pas le marché, c'est ce pivot technique que doit prendre l'entreprise au risque de se faire complètement disrupter, quoi. Bon, il y avait un risque juridique par rapport aux ressources humaines, notamment en Colombie, qui est un de ses principaux pôles d'emploi. Bon, dans la communication, ils ont bien précisé qu'il y avait un arrêt des poursuites du gouvernement colombien, donc ça semble partiellement, au moins partiellement, aller dans le bon sens pour l'entreprise. Un des autres éléments qui pousse le marché à la baisse, c'est la fusion avec Majorel, donc avec l'enjeu de l'allocation du capital, c'est un peu plus de 3 milliards d'achats, probablement un prix un petit peu élevé. Les éléments catalyseurs positifs pour l'entreprise, c'est si c'était relatif pour les actionnaires, ce qu'ils annoncent, en tout cas ce qu'annonce le management dès 2024 avant réalisation des synergies. Et ça va pousser effectivement l'entreprise à des niveaux d'endettement supérieure. Actuellement, elle était correctement endettée et probablement que 2 milliards de plus de dettes. Ça va rester supportable, mais avec des niveaux d'endettement qu'elle n'a pas connus depuis de nombreuses années. Donc une normalisation d'endettement d'ici 2 ou 3 ans devrait là aussi être des catalyseurs positifs. Un des derniers éléments, mais ça va avec l'IA, c'est la problématique de croissance. Bien évidemment, quand vous avez plus de croissance, voire vous êtes sur un marché en régression, les modèles de valorisation sont complètement caduques. Bon, un des éléments catalyseurs, ça serait simplement un ralentissement ou voire une baisse transitoire conjoncturelle. C'est en tout cas ce que met en avant le management en disant que dans cet environnement incertain, de très nombreux contrats qui auraient dû être signés ont été reportés de quelques mois, peut-être ne serait-ce que d'un semestre. Bon, voilà, cela reste à voir, mais voilà pour ma part les éléments importants à surveiller les mois prochains. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de valorisation, on est très bas. En termes de cash flow opérationnel, on est actuellement à 7, ce qui est sur la décennie à venir est extrêmement bas. Donc en termes de scénario de valorisation, j'essaye de rechercher un discount rate de 12% hors dividende pour avoir de la marge de sécurité. Donc on voit que
je peux obtenir cette performance simplement avec une croissance du free cash flow de 2% par an sur les 5 années à venir et un free cash flow terminal yield à 5,6%. Donc, c'est-à-dire quasiment un arrêt de la croissance. Alors, pas un arrêt hein, pour fait exact, mais la poursuite d'une petite croissance et des niveaux de valorisation tout à fait respectables permettent quand même d'atteindre cette performance de 12% par an hors dividende. Donc ce que valorise actuellement le marché, clairement, c'est l'absence de croissance, voire même la perte de part de marché et de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est ce que me semble indiquer les niveaux de valorisation actuels avec mes petits calculs rapides de dos d'enveloppe que je vous mets là. Ensuite, dans le tableau, vous faites vos scénarios de croissance du free cash flow sur les années à venir et les niveaux de valorisation terminaux et ça vous donne à peu près le chiffre maximal de points d'entrée pour avoir du 12% par an, une fois de plus, hors dividende. Donc en termes de code colorimétrique, j'ai mis la zone blanche autour des 131 €, donc le jour où j'enregistre la vidéo. Bon, en termes d'analyse technique, on voit qu'elle est venue toucher un support long terme qui était autour des 132, enfin 131, on s'en fout, euros. Et donc qui conserve une nette trajectoire descendante. Pour l'instant, sur un plan technique, pas de catalyseur, enfin en tout cas pas d'élément pour inverser la descente. Bon, là je vous ai remis ma slide de synthèse de mon analyse fondamentale. Donc je vous rappelle ma thèse d'investissement, c'est une croissance organique quand même à 2 chiffres sur du moyen terme, car le marché est grand, qu'il est leader dans son marché, donc ça c'est un élément important quand même, ça a de la valeur hein, d'être leader de son marché, et donc si elle ne vient pas de se faire disrupter par des géants tech, probablement que le virage technologique va amener à consolider une partie du secteur et on peut imaginer qu'elle grossisse un petit peu plus vite que le secteur, que son secteur en lui-même il est en croissance, notamment tout ce qui est réseaux sociaux par exemple, où les éléments d'intelligence artificielle ne semblent pas totalement suffire. Bon, je ne refais pas ici l'analyse fondamentale, je vous renvoie à ma précédente vidéo, mais globalement, le marché est en croissance, il est leader et peut encore gagner des marges de marché. Je crois que c'est que 10% du marché, donc il y a de la marge, il peut grossir, il n'est pas limité par ça pour l'instant. Moi j'ai une hypothèse, c'est que l'IA, si on est optimiste sur l'entreprise, ça peut plutôt présenter une opportunité sur les marges et un effet de concentration du secteur plus qu'une véritable menace, sauf si évidemment c'est amené par un géant de la tech américaine, je sais pas, un Salesforce une fois de plus. Voilà, sur l'acquisition je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas il me semble que ça peut donner des synergies et aujourd'hui le marché me semble pricer quand même un scénario de croissance nulle, voire une régression de cette entreprise. Or c'est quand même une entreprise avec des fondamentaux corrects. Alors c'est pas la plus belle entreprise qui existe, notamment en termes de business model. Elle a pas de motte véritablement de haut niveau, mais de là à dire qu'elle va plus faire de croissance, elle a des finances tout à fait saines, même si elle s'endette de nouveau, c'est une dette qui ne devrait pas poser d'énormes problèmes. Donc c'est pas une entreprise qui va faire faillite dans les 6 mois à venir. Bon voilà, et c'est pas cher actuellement. Voilà, donc je reviens pas sur les stop loss fondamentaux, ça reprend un petit peu les éléments à surveiller de catalyseurs du marché dans les mois à venir. Voilà. Alors une des grosses questions c'est le timing. Alors pour ma part, là je fais un peu mon autocritique, c'est que probablement, et c'est encore un peu tôt pour en juger, mais j'ai pas été assez patient. J'ai à peu près constitué ma ligne, hein, je pense qu'elle est constituée. J'ai mis un peu plus de 2000 €, donc alors je sais plus exactement, 2200 à peu près sur cette ligne là, ce qui est pour moi une taille normale de position. C'est à peu près 3% de mon portefeuille actuellement. J'ai probablement été un petit peu trop pressé et pas véritablement attendu que le cours se stabilise. Je rentre toujours dans ce biais d'aller chercher, alors c'est pas ce que je me dis, hein, mais d'essayer toujours d'attraper un point bas en me disant que c'est une belle opportunité et de l'attraper. Probablement que je suis pas relativement assez patient.
pour toujours attraper. Alors j'ai un PRU autour de 164 € de mémoire, ce qui est correct et sur un prix sur lequel je suis à l'aise sur du moyen terme. Après, sur une entreprise comme ça, je pense qu'il faut être prêt à avoir 6 mois ou 1 an de valorisation encore très terne, voire 18 mois facilement avant que le marché raconte une autre histoire. Ça sera sans doute pas aussi rapide que Meta, mais pour l'instant en tout cas, même si les résultats sont moyens, il ne me semble pas y avoir d'éléments qui remet en cause fondamentalement mon investissement dans cette entreprise. Bien évidemment, je peux me tromper et j'ai bien conscience que c'est un pari risqué. Ce qui me rassure, c'est la solidité actuelle de ses finances et ça reste une entreprise qui est en croissance. Moi, je partirais plutôt sur le principe qu'il y a un petit ralentissement conjoncturel, donc qui risque de comprimer un petit peu les marges, les chiffres d'affaires, etc. avant de voir, lorsque l'économie redémarrera plein pot, un redémarrage, alors la question c'est aussi vite, ça je sais pas, mais un redémarrage de tout cela dans les mois ou semestres à venir. Voilà. Voilà un petit peu mes impressions sur les résultats de Téléperformance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses. N'hésitez pas à supporter la chaîne en me laissant un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner le cas échéant. A plus.